Denis Rolland quitte le poste de recteur de l'Académie de Guyane. Hier, le Conseil des ministres a décidé de le nommer à nouveau recteur, mais cette fois-ci de l'Académie de Dijon. L'Académie de Guyane annonçait ce matin l'arrivée de Philippe Lacomte pour remplacer Denis Rolland. Professeur des universités en sociologie et directeur de l'Institut de recherche pour le développement l'IRD en Polynésie française depuis 2011, il est aussi l'ancien vice-président de l'Université de Brest. Il a déjà effectué une mission dans le département en tant que délégué à la recherche et à la technologie entre 2009 et 2010. Son nouveau défi sera de participer à la création de l'université de plein exercice de la Guyane. Le syndicat UNSA Éducation réclame plus d'explications sur la sortie de l'ancien recteur. Denis Rolland s'en va sans avoir préparé la rentrée, sans assurer la passation et sans bilan. Cela faisait désordre d'organiser et de préparer la rentrée scolaire avant les élections municipales. Mais s'en aller du jour au lendemain pour voler au secours de l'Académie de Dijon en délaissant les problèmes de la Guyane, cela ne dérange personne, explique le syndicat par communiqué. C'est une matinée qui nous a permis d'avoir confirmation parce que nous avions rencontré le ministre Lurel hier au niveau de l'Association des chambres de commerce et d'industrie des Outre-mer que je présidais jusqu'à hier et j'ai d'ailleurs passé le flambeau à mon collègue de Nouvelle-Calédonie. Et donc, monsieur le ministre a effectivement confirmé ce qu'il nous avait dit hier. Alors, du positif et du négatif. Le positif, c'est d'abord un langage de vérité et le négatif, c'est qu'effectivement, il va falloir qu'on fasse preuve d'imagination pour permettre de maintenir à nos Outre-mer l'attractivité qui sont les leurs aujourd'hui, même si on sait que les résultats ne sont pas forcément selon nos espérances. De quoi s'agit-il ? Le ministre est venu nous indiquer que, effectivement, le président de la République a confirmé que dans son pacte d'avenir, il allait y avoir des mesures prises pour l'ensemble des entreprises françaises, mais que nos entreprises d'outre-mer qui en bénéficient déjà, je parle des exonérations de charges, notamment sur les cotisations familiales, que nos entreprises allaient garder le même niveau d'attractivité, donc de différence par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Sous quelle forme ? On n'en sait trop rien. Et c'est bien là ce qui nous inquiète un petit peu, parce que nous parlons effectivement de plus en plus de crédit d'impôt compétitivité emploi, dont on sait qu'effectivement à date d'aujourd'hui, les plus petites de nos entreprises, pour la Guyane en tous les cas, n'y ont pas accès ou ne s'en servent pas. Alors demain matin, comment faire pour arriver à maintenir cette exonération de charges supplémentaire que nous avons en Guyane par rapport à la France, alors que le crédit d'impôt compétitivité d'emploi n'est pas aujourd'hui accessible pour les plus petites de nos entreprises. C'est le travail des chambres de commerce et d'industrie, c'est le travail que nous sommes engagés à faire et nous avons demandé au ministre de bien vouloir contractualiser avec les banquiers et particulièrement la BPI la possibilité d'automatiser le préfinancement. C'est-à-dire qu'il suffira que nos entreprises, les plus petites d'entre elles, déposent leur dossier pour que automatiquement elles aient le chèque correspondant à la réduction de charges dont elles peuvent prétendre après cette réforme. Jean-Paul Pelletier, il faut dire que la FEDOM pèse un peu sur les décisions. On se rappelle de votre combat pour le métier de la défiscalisation. Oui, effectivement, je tiens à... Le gouvernement, vous avez entendu ? Oui, je voudrais rappeler la double voie des entreprises dans les Outre-mer. Je vous l'ai dit, je suis l'ancien président de l'Association des chambres de commerce et d'industrie des Outre-mer, qui est le pendant de la FEDOM pour les institutions consulaires, qui regroupe les 11 chambres de commerce et d'industrie de régions et des collectivités d'Outre-mer. Et c'est au travers d'un travail en partenariat et uni que nous sommes arrivés avec le président Philibert à obtenir le maintien de la défiscalisation en Outre-mer. Aujourd'hui, c'est ce même travail auquel on nous invite et c'est ce même travail que nous allons faire avec la FEDOM. Nous avons déjà remis notre copie au ministère des Outre-mer, le ministre l'a souligné. Et nous allons partager cette copie avec la FEDOM pour qu'on trouve un dénominateur commun qui préserve, sinon augmente, la possibilité d'investir, la possibilité d'entreprendre en Outre-mer. C'est difficile, mais c'est en tous les cas l'avenir pour l'emploi dans nos régions. Et ça, on le sait bien. Ce que vous souhaitez, en fait, ce sont des décisions spécifiques aux Outre-mer, en décalage avec les décisions nationales ? Ce qu'on souhaite, c'est que soit maintenu le même différentiel qu'il y a actuellement. Aujourd'hui, les entreprises en Outre-mer sont exonérées d'une partie de leurs charges, jusqu'à 3,2 SMIC. Demain matin, les entreprises françaises vont être exonérées d'une partie de leurs charges correspondant aux cotisations familiales. Alors qu'en Outre-mer, nous avons déjà cette exonération. Le principe que nous avons obtenu
La garantie que nous avons du président de la République, c'est que ce différentiel soit maintenu demain. Maintenant, il faut trouver comment. Et c'est bien le crédit d'impôt compétitivité qui nous a été proposé. Mais on a indiqué au ministre qu'il ne fonctionne pas pour les petites entreprises. C'est pas que ce soit trop compliqué, c'est qu'elles n'ont pas confiance. Parce qu'elles devraient normalement obtenir d'une banque un préfinancement. Quand on sait qu'aujourd'hui, les plus petites des entreprises en Outre-mer n'ont pas accès au système bancaire, et que quand elles y ont accès, les banques ne jouent pas le jeu. Donc elles n'ont même pas envie de demander. C'est pour ça que j'ai préconisé au ministre, au nom des chambres de commerce d'Outre-mer, l'automaticité. Il y a une banque publique. Cette banque publique va prendre le risque. Elle prend quel risque ? Elle prend le risque de faire un chèque à une entreprise et de demander à l'État de lui rembourser l'année d'après. Donc le risque pour moi est nul. Donc on a demandé de contractualiser ça pour lancer le mouvement et que les plus petites des entreprises puissent garder le bénéfice de ce qu'elles ont aujourd'hui par rapport à leurs concurrents de France métropolitaine, cet avantage d'exonération de charges qui va disparaître par rapport à ce qui va être donné aux entreprises de métropole. D'un côté oui et de l'autre non. Oui, non. Oui, parce que c'est plusieurs races, multiraces, multi-pays, multi-coutumes, un rapport dans le pays, et en même temps néfaste dans la mesure que faut aussi que ça rapporte. Le pays accepte, il faut se donner aussi un retour. Oui, si elle est toutefois relativement contrôlée, parce que autrement, si elle n'est pas contrôlée, c'est néfaste, je pense. Donc oui, il faudrait que la Guyane se peuple. Donc effectivement, il faudrait du monde, mais une bonne immigration. Qu'elle ne soit pas sociale. Voilà, quand on n'en tire pas profit uniquement pour le social, et ça n'apporte aucun intérêt dans le pays. L'immigration peut être bénéfique à la Guyane dès lors qu'elle se passe dans un cadre défini par les lois applicables en Guyane. L'immigration n'a pas d'intérêt pour la Guyane dès lors qu'elle n'a pour but et pour finalité que mettre en place une main-d'œuvre bon marché qui ne respecterait pas les règles sociales et fiscales qui sont applicables en Guyane. Je pense que majoritairement bénéfique parce que la Guyane, on va dire que c'est un pays tout neuf, il est assez récent, enfin grossièrement parlant. Voilà, et que l'immigration, c'est de la population. Et après, je pense qu'il faudrait plutôt se mettre d'accord pour aller dans le même sens. Dans le sens qu'au lieu de se dénigrer, c'est pas parce que on est haïtien que ceci, parce qu'on est surinamais, qu'on est violent, que c'est eux les voleurs et tout. Certes, c'est qu'il y a des voleurs, c'est dans toutes les communautés. Que ce soit les Haïtiens, les Guyanais, les Amérindiens, dans tout, il y a des voleurs, il y a des méchants partout. Et que c'est trop facile, je trouve, de cataloguer. Et que l'immigration, je pense que si tout le monde y met du sien pour la Guyane, que c'est simple, la Guyane, il n'y a plus de Guyanais proprement parlant, à proprement dire. Et je pense que si tout le monde on met la patte dans le bon sens pour que l'économie avance, pour le travail et tout, je pense que l'immigration, elle peut être que bénéfique pour tout le monde. Personnellement, je ne suis pas contre l'immigration, mais il faut que ça soit une immigration, enfin du moins que les gens qui migrent, que ce soit des personnes qui ne viennent pas me faire n'importe quoi, gens cassés, volés, agressés. Faut que ça soit des gens qui viennent travailler, des gens qui viennent participer, que ce soit pour la Guyane ou pour un autre pays. À partir du moment qu'on sort de chez soi pour aller chez les autres, il faut avoir un minimum de respect. Donc tout ça c'est respecté, il n'y a pas de problème. Personnellement, j'ai pas de problème avec ça. Bien entendu, je sors de chez moi, je vais chez l'autre, mais respectueuse. Personnellement, je suis pas guyanaise, donc je pense que moi, je suis respectueuse. Il ne faut pas les casser, comme je vous ai dit, ce genre de choses. Comme dans tout métier, les avocats aussi ressentent la nécessité d'actualiser leurs connaissances. C'est dans ce cadre que se déroule pour la première fois dans le département un séminaire de droit pénal réalisé par Dalos Formation. C'est une journée de formation professionnelle des avocats qui se concentre sur la justice pénale, la défense pénale, et qui a pour but de permettre à tous les avocats qui y participent, notamment de Guyane, de Martinique, de Guadeloupe, mais aussi de métropole, d'améliorer leurs connaissances, pas seulement juridiques, techniques, mais également leur réflexion sur leur pratique de leur métier d'avocat. Toute la vie, les professionnels aujourd'hui ont besoin de parfaire leurs connaissances, d'approfondir leurs compétences. Et c'est pourquoi ces formations professionnelles se tiennent régulièrement. Près de 50 avocats venus de Lille, Rennes, Paris, Lyon, Marseille, Guadeloupe, Martinique et bien évidemment de la Guyane
participent au séminaire qui se déroule en 2 jours. Chaque demi-journée, un nouveau thème est abordé. Je vais intervenir sur la cour d'assises, sa pratique, notamment l'état des évolutions qu'elle a connues, et je vais échanger avec d'autres confrères pour vérifier que aujourd'hui le mode d'exercice devant cette juridiction doit être peut-être modifié, doit être changé. Je pense que c'est fondamental, si vous voulez, parce que les choses sont en cours d'évolution, notamment sous l'influence européenne, comme je vous l'ai dit, et par conséquent, pouvoir échanger avec d'autres confrères qui pratiquent le même exercice, c'est forcément enrichissant, et c'est un enseignement à chaque séance de formation. Selon la loi, les avocats ont pour obligation de suivre au minimum 20 heures de formation continue chaque année et jusqu'à leur retraite.